La Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique est une terre assiégée. Les tanks nazis taillent des chemins implacables de destruction à travers la steppe infinie, leurs chenilles de fer broyant les champs en poussière et les avenirs en désespoir. Au-dessus, les bombardiers de la Luftwaffe hurlent dans les cieux, déversant feu et destruction sur les villes, laissant des traînées de fumée, de chagrin et de vies brisées. Dans ce creuset de chaos, une jeune femme s'avance, ses yeux aiguisés comme une lame, sa détermination forgée dans le feu. Son nom est Lyudmila Pavlichenko. L'histoire l'appellera la Dame de la Mort. Avec un fusil de sniper, elle gravera son nom au cœur de la guerre, instillant la peur dans la machine de guerre nazie. Qui était cette femme qui était devenue la tireuse d'élite féminine la plus mortelle de tous les temps? Qu'est-ce qui l'a poussée à affronter les défis de Sébastopol? Comment son courage a-t-il remodelé un monde en guerre? Ce documentaire est à des fins éducatives et analyse les faits historiques d'un point de vue neutre. Nous sommes fermement opposés à la violence et à la guerre sous toutes ses formes. Voici l'histoire de Lyudmila Pavlichenko. La Seconde Guerre mondiale était une tempête qui a balayé les continents, un conflit qui a coûté des dizaines de millions de vies et redessiné la carte de l'histoire humaine. En juin 1941, l'Allemagne nazie a lancé l'opération Barbarossa, une invasion colossale de l'Union soviétique, la plus grande opération militaire que le monde ait jamais vue. Plus de 3 millions de soldats de l'Axe, soutenus par des milliers de chars, de batteries d'artillerie et des essaims d'avions de la Luftwaffe, ont déchiré les défenses soviétiques comme une faux dans du blé. Des villes entières ont été réduites en ruines fumantes, des villages effacés de la surface de la terre, et des millions de vies brisées en quelques semaines à peine. L'Union soviétique, prise au dépourvu par la vitesse et la férocité de l'assaut, a vacillé sous les coups, ses territoires occidentaux tombant à un rythme terrifiant. L'Ukraine, la Biélorussie, les États baltes, tout a été englouti par la marée nazie, leur peuple soumis à d'immenses souffrances, exécution de masse, travail forcé et destruction systématique de leur mode de vie. Des armées soviétiques entières ont été encerclées dans de vastes mouvements en tenaille, leurs soldats neutralisés sur le champ de bataille ou emmenés dans des camps de prisonniers de guerre, où la faim, les maladies et la cruauté ont emporté d'innombrables vies. À l'été 1941, l'armée rouge n'était plus que l'ombre de sa force antérieure, ses rangs décimés, ses ressources étirées jusqu'à la rupture. Les dirigeants soviétiques ont fait face à une réalité sombre. La survie de la nation dépendait de la mobilisation de toutes les ressources disponibles, de chaque citoyen, de chaque once de volonté. Pourtant, dans cette heure la plus sombre, le peuple soviétique s'est levé pour relever le défi. Des cœurs industriels de Moscou, aux lointaines terres agricoles de Sibérie, des citoyens ordinaires sont devenus des combattants, animés par une farouche détermination à défendre leur patrie contre l'envahisseur fasciste. Parmi eux se trouvait une jeune femme nommée Lyudmila Pavlichenko, dont le nom deviendrait bientôt une légende murmurée avec admiration par les Alliés et avec effroi par les ennemis. Née le 12 juillet 1916 dans la ville ukrainienne de Bila-Tserkva, Lyudmila n'était pas une soldate de naissance. C'était une fille studieuse, l'esprit affûté comme un rasoir, le cœur plein de rêves d'une vie tranquille en tant qu'historienne, à compulser des manuscrits anciens et à démêler les mystères de civilisations disparues. Son enfance a été marquée par les turbulences d'une jeune Union soviétique, une nation qui s'efforçait de se reconstruire après la Révolution et la guerre civile. Elle a grandi en entendant des histoires de sacrifices et de luttes qui ont façonné son sens du devoir et sa résilience. Mais la guerre a une façon cruelle de réécrire les rêves, et le chemin de Lyudmila l'a menée non pas vers les salles d'université, mais vers les champs de bataille exigeants de sa patrie, où son fusil écrirait une nouvelle forme d'histoire, gravée dans le courage et la défi. À 25 ans,
Elle était étudiante à l'université de Kiev, son avenir brillant de promesses, ses journées remplies de cours et de sessions d'études tardives, son esprit vibrant d'idées sur le passé et d'espoir pour l'avenir. Puis est venue l'invasion nazie, un coup de foudre qui a brisé son monde et l'a mise sur la voie du destin. Quand l'appel aux armes a résonné à travers l'Union soviétique, Lyudmila n'a pas hésité. Animée par un amour indéfectible pour son pays et une résolution ardente à résister aux envahisseurs, elle s'est portée volontaire pour combattre, choisissant la voie solitaire et exigeante du sniper. Un rôle qui exigeait non pas une force brute, mais de la précision, de la patience et un esprit indestructible, des qualités qu'elle possédait à foison. Son voyage l'emmènerait des rues assiégées d'Odessa aux falaises rocheuses de Sébastopol, et enfin aux ruines gelées et exigeantes de Sébastopol, où elle affronterait son plus grande épreuve et consoliderait sa place comme l'une des guerrières les plus formidables de l'histoire. Lyudmila était la fille d'un employé gouvernemental et d'une institutrice, élevée dans un foyer modeste où l'éducation était la pierre angulaire de la vie. Dès ses premiers jours, Lyudmila se distinguait. Son esprit vif et sa détermination farouche la différenciaient de ses pairs. Elle était une lectrice vorace, son amour pour l'histoire s'épanouissant alors qu'elle dévorait des récits d'empires anciens, de batailles héroïques et de l'ascension et de la chute de civilisations. « Je voulais comprendre pourquoi les gens se battaient », écrivit-elle plus tard dans ses mémoires, ce qui les poussait à tout sacrifier pour une cause. Ses parents nourrissaient sa curiosité, l'encourageant à rêver grand malgré leurs moyens limités. À 14 ans, la famille a déménagé à Kiev, la capitale vibrante et historique de l'Ukraine, où Lyudmila s'est épanouie dans l'atmosphère intellectuelle de la ville. Elle excellait à l'école, recevant les éloges de ses professeurs pour son esprit analytique et son éthique de travail implacable. Mais Lyudmila n'était pas étrangère au labeur. Pour aider à subvenir aux besoins de sa famille, elle a pris un emploi d'adolescente dans une usine de Kiev, à meuler du métal dans des ateliers bruyants et sales, ses mains calleuses après de longues heures de travail. Le travail était éreintant, mais il lui a enseigné la résilience, la patience et la valeur de la persévérance, des qualités qui lui sauveraient dès plus tard la vie sur le champ de bataille. Dans ses moments de loisirs, cherchant une échappatoire à la monotonie de l'usine, elle a rejoint un club de tir local, une décision qui s'avérerait fatidique. Là, manipulant un fusil pour la première fois, elle a découvert un talent uncanny. Le poids de l'arme, la concentration requise pour aligner les viseurs, la respiration régulière avant le tir, tout cela lui venait naturellement. « Je n'essayais pas de devenir une soldate », se rappelait-elle. Mais j'adorais la précision, la concentration. C'était comme résoudre une énigme à chaque tir. Son habileté était remarquable. Elle surpassait beaucoup de ses pairs masculins, ses mains fermes et ses yeux perçants la rendant exceptionnelle. En 1937, Lyudmila s'était inscrite à l'université de Kiev, poursuivant un diplôme en histoire, son rêve de devenir une érudite à portée de main. Elle passait ses journées dans des salles de cours, absorbant des leçons sur l'Europe médiévale, l'Empire russe et les révolutions qui ont façonné le monde moderne. Elle était particulièrement fascinée par le rôle des individus dans la formation de l'histoire, un thème qui prendrait bientôt une signification personnelle profonde. Pourtant, même en construisant sa vie académique, le monde autour d'elle s'assombrissait. L'ascension de l'Allemagne nazie jetait une longue ombre sur l'Europe, son expansion agressive et son idéologie haineuse menaçant la paix fragile. En 1941, la menace de guerre planait comme un orage à l'horizon, et Lyudmila, comme beaucoup de sa génération, sentait venir le bouleversement. Quand les forces nazies ont envahi l'Union soviétique le 22 juin 1941, son monde a été renversé. Les nouvelles de chars allemands roulant sur le territoire soviétique,
de villes bombardées et de civils blessés, l'ont frappée comme un coup physique. Elle écoutait les rapports radio sur les villages endommagés, les familles déchirées, et sentait un feu s'allumer dans son cœur. « Je ne pouvais pas rester en marge », écrivit-elle. « Mon pays luttait et je devais agir. » Abandonnant ses études, elle s'est rendue à un bureau de recrutement de l'armée rouge à Kiev, déterminée à se battre. Les recruteurs, des vétérans endurcis de conflits antérieurs, étaient sceptiques. Une femme? Une sniper? L'idée semblait absurde dans une armée imprégnée de tradition. « Rentre chez toi, petite », lui a dit un officier. « La guerre n'est pas un endroit pour toi. » Mais Lyudmila était inébranlable, sa détermination comme de l'acier. Pour prouver sa valeur, elle a réclamé un test sur le terrain, se tenant devant un champ de tir sous le regard de ses détracteurs. Avec une précision, elle a tiré sur des cibles lointaines, en touchant deux avec une précision remarquable, le craquement de son fusil faisant taire la pièce. Sa performance ne laissait aucune place à la discussion. En août 1941, Eloa s'était acceptée dans la 25e division de fusiliers de l'armée rouge, équipée d'un fusil Mosin Nagant, une arme robuste, à verrou, de calibre 7,62 mm avec un viseur télescopique, et envoyée au front. Son entraînement était une immersion exigeante dans l'art de la guerre, un cours accéléré en survie, en tir de précision et en furtivité. Elle a appris à ramper dans la boue et les ronces, à se camoufler dans l'herbe, les décombres et la neige, à retenir son souffle pour le tir parfait. Ses instructeurs, beaucoup d'entre eux des snipers chevronnés, reconnaissaient son potentiel, mais l'avertissaient des dangers à venir. « Un sniper vit dans l'ombre », lui a dit l'un d'eux. « Tu frappes sans être vu, mais l'ennemi te chassera sans relâche. » Lyudmila absorbait chaque leçon, son esprit aussi précis que sa visée. Elle s'entraînait sans cesse, maîtrisant les particularités du Mosin Nagant, son recul lourd, son verrou capricieux par froid, la façon dont son viseur pouvait s'embuer sous la pluie. Elle a appris à calculer la vitesse du vent, à ajuster pour la distance, à anticiper les mouvements de l'ennemi. Son entraînement incluait aussi une préparation psychologique, la renforçant pour l'acte de neutraliser des menaces, un fardeau qu'elle porterait pour le reste de sa vie. Au moment de son déploiement, Lyudmila n'était plus une étudiante en histoire. Elle était prête à en faire, son fusil un instrument de résistance, son cœur une forteresse contre la peur. L'initiation de Lyudmila au combat est arrivée à Odessa en août 1941. Un port vital de la mer Noire, assiégé par les forces de l'Axe, dirigées par la 4e armée allemande et les troupes roumaines. La 25e division de fusiliers, son unité, avait pour mission de tenir la ligne contre un ennemi implacable déterminé à s'emparer de la ville à tout prix. Odessa était un maelstrom de destruction. Des bâtiments historiques s'effondraient sous les barrages d'artillerie. Les rues étaient encombrées de débris et l'air était épais, chargé de fumée âcre, des cris des blessés et du grondement des explosions. Lyudmila, maintenant une soldate de rang dans l'armée rouge, a été plongée dans cet environnement chaotique, son fusil Mosin Nagant, son seul compagnon dans un monde devenu fou. Le rôle du sniper était différent de tout autre en guerre, solitaire, précis et impitoyable. Elle a appris à se fondre dans les ruines, son corps pressé contre la pierre froide et irrégulière, sa respiration lente et régulière pendant qu'elle attendait des heures, parfois des jours, la cible parfaite. Chaque tir était un message, écrivit-elle dans ses mémoires. Vous envahissez notre terre, vous en payez le prix. Sa première cible était un soldat allemand, pris dans sa viseur alors qu'il traversait une rue jonchée de débris, inconscient du danger. Le moment était surréaliste, le temps ralenti, alors qu'elle alignait sa viseur, exhalait et pressait la détente. Le soldat tomba, et Lyudmila ressentit un choc, le poids de neutraliser une menace pesant sur sa poitrine. C'était lui ou nous, réfléchit-elle plus tard. J'ai choisi nous, mais
Je n'ai jamais oublié son visage. Cette première épreuve l'a endurcie, la préparant à la nécessité sombre de son rôle. En seulement 2 mois, elle a enregistré 187 engagements confirmés. Chacun, un soldat nazi, un mitrailleur, un éclaireur ou un officier, chacun vérifié par son observateur, un jeune homme nommé Mikhail, qui est devenu son partenaire de confiance. Sa précision était incroyable, sa capacité à rester invisible presque surnaturelle. Elle ciblait des ennemis de haute valeur, perturbant les opérations allemandes à chaque pression de la détente. Elle attendait allongée, camouflée dans les débris ou le feuillage, son corps endolori par l'immobilité, ses yeux scrutant le moindre mouvement. Un reflet de soleil sur un casque, une ombre se déplaçant dans une fenêtre. Ces tirs étaient chirurgicaux, souvent frappant des officiers dont les pertes semaient le désarroi dans les unités allemandes. Un sniper camarade, Ivan Petrov, se rappelait d'elle avec admiration. Lyudmila était comme un fantôme. Elle attendait des heures sans bouger, puis, crac, un tir, un Allemand éliminé. Nous tous, on la respectait, même les hommes qui avaient douté d'elle au début. Sa réputation se répandut comme une traînée de poudre parmi les troupes soviétiques, son nom une source de fierté et d'espoir dans une ville assiégée. Les civils, eux aussi, murmuraient de cette jeune femme dont le fusil les protégeait de l'avance ennemie. Une institutrice, Anna Sokolova, cachée dans un sous-sol avec ses élèves, a dit plus tard « Nous avions entendu parler d'une sniper nommée Lyudmila, une fille qui éliminait des nazis à chaque coup. Elle nous a donné le courage de survivre. » Mais Odessa était une bataille perdue d'avance. Les forces de l'Axe resserrèrent leur emprise, leur nombre supérieur et leur puissance de feu écrasant les défenses soviétiques. En octobre 1941, la ville tomba et l'unité de Lyudmila a été évacuée par mer, leurs esprits meurtris mais intacts. L'évacuation était chaotique. Des navires bondés de soldats blessés et de civils, des avions allemands mitraillant d'en haut. Lyudmila se tenait sur le pont, son fusil serré contre elle, regardant l'horizon d'Odessa brûlé, jurant de continuer le combat. Sa légende, cependant, ne faisait que commencer. Elle a été envoyée à Sébastopol, un bastion criméen perché sur des falaises rocheuses, où les combats étaient encore plus féroces. La ville était un pilier de la résistance soviétique, son port crucial pour les opérations en mer Noire. D'octobre 1941 à juillet 1942, Sébastopol a enduré un siège sévère, les forces allemandes et roumaines pilonnant ses défenses avec de l'artillerie, des frappes aériennes et des assauts d'infanterie. Lyudmila chassait dans les collines et les ruines, son fusil une menace constante pour l'ennemi. Elle affrontait non seulement des soldats allemands, mais leurs snipers d'élite, entraînés aux tactiques de contre-snipers dans des écoles spécialisées, qui la traquaient en retour. Ces duels étaient éprouvants pour les nerfs. Un jeu exigeant de chats et de souris où une seule erreur signifiait la défaite. Lyudmila s'adaptait, utilisant la ruse pour déjouer ses adversaires. Elle employait des leurres, des casques perchés sur des bâtons, des miroirs clignotant dans la lumière du soleil, pour attirer les tirs, révélant leur position. Elle se déplaçait constamment, ne restant jamais trop longtemps au même endroit, ses instincts aiguisés par des mois de combat. Elle endurait un pilonnage incessant, son corps meurtri et battu, ses oreilles bourdonnantes des explosions. Le coup physique était immense. La faim, l'épuisement, la menace constante de danger l'usaient, mais sa détermination restait inébranlable. « Je pensais aux enfants dans les villages endommagés », écrivit-elle. « Ça me gardait en marche. » Son compteur grimpait, 200, 250, 309 engagements confirmés d'ici juin 1942, faisant d'elle la tireuse d'élite féminine la plus mortelle de l'histoire. Ses cibles incluaient non seulement des soldats, mais du personnel clé, officiers, opérateurs radio, observateurs d'artillerie, dont les pertes paralysaient la coordination allemande.
Un officier soviétique, colonel Yuri Volkov, nota « Pavlytchenko n'était pas seulement une soldate, elle était un symbole. Son nom seul faisait trembler les Allemands. Ils l'appelaient la Dame de la Mort, et ils n'avaient pas tort. » Les Allemands, furieux de son efficacité, la ciblaient spécifiquement, diffusant de la propagande pour la démoraliser et offrant des récompenses pour sa capture. Pourtant, Lyudmila restait insaisissable, son entraînement et ses instincts la gardant un pas en avant. Mais Sébastopol était un creuset de souffrance. Elle fut blessée plusieurs fois, des éclats lui ont éraflé la jambe, déchirant le muscle. Une balle lui a effleuré le bras, laissant une cicatrice irrégulière. Une explosion proche l'a laissé commotionné, sa vision brouillée pendant des jours. Chaque blessure testait sa détermination, mais elle refusait d'abandonner. « Je me bats pour mon peuple », écrivit-elle. La douleur n'était rien comparée à leur souffrance. Le coup psychologique était encore plus lourd. Chaque engagement lui pesait, les visages de ses cibles sentant ses rêves. Je les voyais comme des humains, confia-t-elle dans ses mémoires, mais je devais les voir comme des menaces pour survivre. En juillet 1942, Sébastopol tomba après un assaut implacable de l'Axe, ses défenses brisées. Lyudmila fut évacuée par sous-marin, échappant de peu à la mort, son corps marqué de cicatrices, son esprit fatigué mais intact. La chute de Sébastopol fut un coup amer, mais sa réputation était irréfutable. Elle était devenue une légende, son fusil un phare de résistance dans une nation luttant pour son existence même. En octobre 1941, Lyudmila arrivait à Sébastopol, une ville au bord de l'abîme. La bataille de Sébastopol était un choc de titans, une lutte qui définirait l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La 11e armée de Hitler, plus de 300 000 hommes forts et commandée par le général von Manstein, descendit sur la ville, déterminée à écraser le bastion soviétique nommé en l'honneur de l'impératrice Catherine elle-même. La Luftwaffe pilonnait Sébastopol en débris, transformant usines, maisons, écoles et hôpitaux en squelettes tordus d'acier et de pierre. L'armée rouge, meurtrie mais défiante, transformait chaque ruine en forteresse, chaque rue en terrain défensif. C'était une guerre urbaine dans ce qu'elle a de plus exigeant. Maison par maison, pièce par pièce, où la survie était un pari quotidien contre le danger. Les snipers régnaient en maîtres dans ce paysage impitoyable, leurs fusils tissant une toile de peur à travers la ville brisée. Lyudmila, maintenant lieutenant après ses promotions pour bravoure, était parmi les meilleurs, sa réputation la précédant comme un orage. La ville était un cimetière, écrivit-elle dans ses mémoires. Les bâtiments s'effondraient, la Tchernaya coulait rouge de pertes. Mais chaque nazi que j'éliminais était une menace de moins pour notre peuple. Son fusil Mosin Nagant parlait avec une précision mortelle, ses munitions de 7,62 mm trouvant leur marque avec une précision chirurgicale. Elles ciblaient les officiers allemands, dont les pertes semaient le chaos dans leurs rangs, et les mitrailleurs dont le feu de suppression clouait les troupes soviétiques. Elle se perchait dans des bâtiments bombardés, son corps contre le béton froid, sa respiration à peine agitante l'air pendant qu'elle attendait ses cibles, parfois des heures dans des conditions gelées. Un officier allemand, capturé plus tard dans la bataille, confessa « Nous craignions Pavlytchenko plus que les bombes. Ces tirs venaient de nulle part, et nos hommes tombaient comme des mouches. Nous l'appelions la fille du diable. » Les engagements de Lyudmila à Sébastopol s'ajoutaient à son compteur. Bien que les nombres exacts soient Britissast non perdus dans le chaos de la bataille, avec des estimations suggérant des dizaines de plus pendant ces mois là-bas. Son impact, cependant, était indéniable. Elle perturbait les opérations allemandes, forçant leurs soldats à se terrer, et achetait un temps précieux pour les défenseurs soviétiques pour se regrouper. Sa présence seule était une arme psychologique, son nom murmuré avec effroi par les troupes allemandes qui scrutaient les ruines pour son perchoir caché. Au-delà de son propre fusil, Lyudmila est devenue une mentor, formant une équipe de jeunes snipers,
beaucoup d'entre eux des femmes, à l'art de la guerre urbaine. Elles dirigeaient par l'exemple, leur enseignant à naviguer dans le labyrinthe de débris de la ville, à utiliser les ombres et les décombres comme camouflage, à frapper et à disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter. Léonid Kitsenko, l'un de ses élèves, se rappelait « Lyudmila nous a appris à être patients, à penser comme des chasseurs. Elle disait « Ne précipitez pas le tir, laissez l'ennemi venir à vous. » Elle était notre rocher, notre guide à travers cet enfer. Les leçons de Lyudmila étaient pratiques mais profondes. Elle montrait à ses recrues comment lire le champ de bataille, repérer le reflet d'un casque allemand dans une fenêtre brisée, remarquer le geste imprudent d'un officier donnant des ordres, utiliser les ruines de la ville comme bouclier et armes. Elle soulignait l'importance du travail d'équipe, associant sniper et spotter pour maximiser leur efficacité, une tactique qui a sauvé d'innombrables vies. Ces sessions d'entraînement, souvent tenues dans de brèves pauses entre les batailles, étaient intenses. Sa voix calme mais commandante alors qu'elle corrigeait une visée ou démontrait des techniques de camouflage. Elle nous a fait croire que nous pouvions survivre, ajouta Kitsenko. C'était son plus grand don. Mais Sébastopol était un creuset impitoyable, un test d'endurance qui a poussé même Lyudmila à ses limites. En novembre 1941, l'hiver est descendu avec vengeance, les températures plongeant à moins 30 degrés Celsius. La neige recouvrait les ruines, s'empilant en congères qui cachaient débris et restes. La glace recouvrait chaque surface, rendant les mouvements traîtres, et les engelures affectaient doigts, orteils et nez, laissant des cicatrices. La faim rongissait les défenseurs, leurs rations réduites à des miettes de pain rassis, de soupe fine faite de cuir bouilli, ou d'une pomme de terre gelée occasionnelle récupérée dans des caves ruinées. L'uniforme de Lyudmila, rapiécé et usé, offrait peu de protection contre le vent mordant qui hurlait dans les rues brisées de la ville. Ses bottes, usées jusqu'à la corde, laissaient entrer la neige et la gadoue, engourdissant ses pieds. Pourtant, elle endurait, son fusil ferme malgré des mains tremblantes et un estomac vide. « Nous étions à moitié morts », écrivit-elle. Mais capituler n'était pas une option. Nous nous battions pour chaque pouce, chaque vie. Le coup physique était égalé par la tension psychologique. Lyudmila vivait dans un danger constant, sachant que les snipers et patrouilles allemands la traquaient spécifiquement, leurs ordres étant d'éliminer la infamous Dame de la Mort. Elle affrontait des quasi-échecs, une balle qui effleurait son casque, un obus qui effondrait un mur à quelques centimètres de sa position. Chaque coup manquait de justesse, aiguisait ses instincts, mais approfondissait son épuisement. Les visages de ses cibles continuaient à la hanter, une galerie croissante de fantômes dans ses rêves. « Je ne suis jamais devenue insensible », confessa-t-elle. « Chaque tir me coûtait quelque chose. » Lors d'une mission effroyante, elle a été blessée par des éclats, un morceau irrégulier lui éraflant la peau pendant un barrage d'artillerie allemand qui transformait l'air en tempête de métal. Son uniforme était endommagé, mais elle refusait de reculer. « Je l'ai cousu moi-même », se rappelait-elle, ses mains tremblantes enfilant l'aiguille dans la chair déchirée. Le combat n'était pas fini. Sa détermination est devenue une légende parmi les troupes soviétiques, sa présence un cri de ralliement dans une ville au bord du gouffre. Un soldat, Sergueï Morozov, a dit « Voir Lyudmila dans les ruines, encore en train de, malgré ses blessures, nous donner de la force. Elle était notre espoir, notre preuve que nous pouvions endurer. » Une médecine soviétique, Olga Petrova, qui a soigné la blessure à l'épaule de Lyudmila, a ajouté « Elle était pâle, mais ses yeux brûlaient de défi. Elle ne nous laissait pas l'emmener du front. » Les actions de Lyudmila à Sébastopol n'étaient pas seulement des engagements. Elles étaient une défiance, une preuve que même dans l'heure la plus sombre, l'esprit humain pouvait endurer. Ses tirs résonnaient dans la ville, une promesse à son peuple que les nazis ne vaincraient même pas.
Elle se battait non seulement pour la survie, mais pour les civils piégés dans la ville, les enfants blottis dans les sous-sols, les familles s'accrochant à l'espoir. Son courage inspirait les autres à tenir la ligne, contribuant à la défense soviétique qui finirait par inverser la marée. En juin 1942, les blessures et l'épuisement de Lyudmila l'ont forcé à évacuer Sébastopol, son corps meurtri par les éclats et le grind incessant du combat. Mais sa guerre était loin d'être terminée. Le commandement soviétique reconnaissait sa valeur non seulement comme sniper, mais comme symbole de résistance, un témoignage vivant de l'esprit indestructible de leur peuple. Ils lui ont donné une nouvelle mission, rallier le soutien pour la cause soviétique sur la scène internationale, montrer au monde le coût de la guerre et l'urgence de l'effort allié. En août 1942, elle a entrepris un voyage historique aux États-Unis et au Canada, devenant la première citoyenne soviétique à visiter la Maison-Blanche. Là, elle rencontrait le président Franklin Roosevelt et la première dame Eleanor Roosevelt, qui la décrivit comme « une femme remarquable, forgée par le feu ». La présence de Lyudmila était électrisante, une jeune femme de à peine 26 ans qui avait affronté la machine de guerre nazie et en était sortie indemne. Ses cicatrices, une carte de son sacrifice. Elle parlait à des foules à travers l'Amérique du Nord, ses mots tranchant la complaisance de ceux éloignés des lignes de front. À Chicago, elle s'adressait à un auditorium bondé, sa voix stable mais farouche, son uniforme soviétique orné de médailles scintillantes sous les lumières. « J'ai 26 ans et j'ai éliminé 309 fascistes. Messieurs, ne pensez-vous pas que vous vous cachez derrière mon dos depuis trop longtemps ?» Le public a éclaté en applaudissements, son honnêteté brutale choquant et inspirant à parts égales, galvanisant le soutien pour l'effort de guerre allié. Les titres de la presse à travers le continent la louaient comme « la dame de la mort », une héroïne dont le courage poussait les nations à l'action. Une journaliste canadienne, Margaret Thompson, écrivit « L'histoire de Pavlytchenko était un appel au réveil. Elle se tenait devant nous, marquée mais inébranlable, et nous savions que nous devions faire plus pour la guerre. » La tournée de Lyudmila était un triomphe diplomatique, renforçant les liens entre l'Union soviétique et ses alliés, sécurisant une aide vitale, chars, avions, nourriture et fournitures, qui renforcerait le combat de l'armée rouge. Ces discours n'étaient pas seulement des appels à l'action, mais des fenêtres sur la lutte soviétique, des récits vivants de villes endommagées, d'enfants en détresse et du courage implacable de son peuple. À Washington, D.C., elle a rencontré des diplomates américains, y compris le sous-secrétaire d'État Sumner Welles, qui nota « La conviction de Mademoiselle Pavlytchenko était contagieuse. Elle nous a fait voir la guerre à travers ses yeux, et cela a changé notre perspective. » Son impact allait au-delà de la politique. Elle défiait les stéréotypes de genre, prouvant que les femmes pouvaient être des guerrières, des leaders et des voix pour le changement. À New York, elle s'est adressée à un rassemblement de femmes, ses mots résonnant auprès de milliers. « Nous luttons pour un monde où personne ne vit dans la peur. Vous pouvez nous aider à le gagner. » Son appel a inspiré des femmes à se porter volontaires pour le travail de guerre, des chaînes d'assemblage en usines aux unités de soins infirmiers, leurs efforts nourris par l'exemple de Lyudmila. Pourtant, sous son extérieur d'acier, Lyudmila était profondément humaine, sa force tempérée par la vulnérabilité. Dans des moments privés, elle se confiait à Eleanor Roosevelt sur le coup de la guerre, sa voix se brisant en parlant de camarades perdus et de vies brisées. « J'ai vu trop de pertes, dit-elle. Je veux juste la paix pour mon peuple. » Eleanor, touchée par sa franchise, est devenue une amie à vie, leur correspondance continuant longtemps après la guerre, un lien forgé dans une compassion partagée. La vulnérabilité de Lyudmila révélait la femme derrière la légende, une jeune historienne qui avait échangé ses rêves contre un fusil, qui portait le poids de ses 309 engagements non comme des trophées, mais comme un fardeau porté pour sa nation. Sa tournée n'était pas sans défi.
Elle affrontait le scepticisme de certains publics occidentaux qui peinaient à réconcilier sa féminité avec son record redoutable. Des reporters posaient Pod des questions intrusives sur son apparence ou sa vie personnelle qu'elle déviait avec un esprit vif. Avec sang-froid, elle dit à un journaliste « Je suis ici pour parler de la guerre, pas de ma coiffure ». Son assurance sous pression a conquis les sceptiques, son authenticité brillant de mille feux. La mission de Lyudmila était un témoignage du pouvoir de la voix d'une femme pour émouvoir les nations, franchir les clivages et rappeler au monde les enjeux de la lutte contre le fascisme. Après la guerre, Lyudmila est retournée dans une Union soviétique marquée par des années de pertes considérables, des millions affectés, des villes en ruine, des familles déchirées. Elle a complété son diplôme en histoire, réalisant son rêve d'avant-guerre de devenir une érudite, sa thèse explorant les guerres russo-turques du XVIIIe siècle. Mais l'ombre de la guerre ne s'est jamais complètement dissipée. Elle travaillait comme historienne pour la marine soviétique, recherchant l'histoire maritime, ses journées remplies d'études calmes dans des archives plutôt que de coups de feu. « J'ai fait mon devoir », dit-elle dans une rare interview, sa voix douce mais ferme. « Je n'ai pas besoin de gloire. » Pourtant, son histoire continuait d'inspirer, un phare pour une nation se reconstruisant des cendres. Un vétéran soviétique, Alexei Ivanov, se rappelait « Pavlytchenko nous a montré à quoi ressemblait le courage. Elle était notre fierté, notre preuve que nous pouvions tout endurer. » Lyudmila évitait les feux de la rampe, vivant simplement à Kiev, son appartement modeste, sa vie centrée sur l'étude et la réflexion. Elle correspondait avec des amis, y compris Eleanor Roosevelt, partageant des pensées sur la paix et le progrès. Mais le coup de la guerre persistait. Ses blessures l'élançaient par temps froid, son sommeil était tourmenté par des cauchemars des ruines de Sébastopol. Elle parlait rarement de ses engagements, déviant les questions avec un sourire discret. « Je me suis battue pour la vie », dit-elle à un jeune historien qui l'interrogea. « C'est ce qui compte. » Sa légende, cependant, grandissait hors de son contrôle. Son nom immortalisé dans des chansons, poèmes, livres soviétiques, et plus tard des films. En 1957, elle revit Sébastopol, marchant sur les falaises où elle avait combattu, ses yeux distants en se rappelant les camarades tombés. « Ils étaient les vrais héros », dit-elle, les larmes brillant. Lyudmila est décédée en 1974, à l'âge de 58 ans. Sa santé usée par le coup durable de la guerre, des douleurs chroniques d'anciennes blessures, une tension cardiaque due à des années de stress, et le poids des souvenirs qu'elle portait en silence. À Moscou, son fusil Winchester est exposé au musée central des forces armées, sa crosse en bois usée mais fière, une relique de sa défi. Une survivante civile, Maria Kuznetsova, qui a vécu le siège de Sébastopol, a dit « Lyudmila était notre gardienne. Ses tirs nous ont gardés en vie, son courage nous a donné de l'espoir. » Ces 309 engagements confirmés étaient plus que des statistiques. Ils étaient une résistance contre la tyrannie, un témoignage d'une femme qui a affronté l'abîme sans ciller. Lyudmila Pavlytchenko était plus qu'une sniper. Elle était une fille, une érudite, une guerrière qui a remodelé l'histoire avec chaque tir, chaque discours, chaque acte de défi. Des ruines gelées de Sébastopol à la scène mondiale, elle a prouvé qu'une femme pouvait changer le cours de la guerre. « Je me suis battue pour la vie », écrivit-elle dans ses mémoires finales, pour un monde libre de peur. Son courage résonne aujourd'hui, un appel à ceux qui l'entendent, un rappel d'affronter leur propre bataille avec sa résolution inébranlable. Son histoire nous défie de nous demander « Que pouvons-nous endurer ? Que pouvons-nous construire de nos luttes ? Comment sa défi nous inspire-t-il à façonner un avenir meilleur ?» Lyudmila, la dame de la mort, nous enseigne que les héros ne naissent pas. Ils sont forgés dans le feu, dans le creuset de la conviction, au cœur de la défi. Alors qu'en pensez-vous ? Auriez-vous pu vous mettre à sa place ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous.
Si l'histoire de Lyudmila vous a ému, donnez-nous un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires épiques de guerre et de résilience. À la prochaine, continuez à explorer l'histoire avec Épiquoire. Continuez à poser des questions, continuez à chercher la vérité.